Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Médien TV. Je reçois professeur Hassan Arafi, professeur en finances publiques, pour commenter l'évolution du dirham d'abord sur le marché de change mondial, notamment après le bug mercredi de Google sur le cours du dirham. Fausse information immédiatement démentie par la Banque centrale. Banque El Maghreb, qui a par ailleurs opéré 2 rachats de bons du Trésor d'une valeur totale d'1,5 milliard auprès des banques marocaines. Selon la Banque centrale, 2 raisons ont encouragé cette opération. Il s'agit avant tout d'une réponse à la forte baisse de la demande constatée lors des séances d'adjudication organisées par le Trésor tous les mardis pour financer son déficit budgétaire et les craintes des investisseurs par rapport aux anticipations de l'évolution du taux directeur au cours des prochains mois. Et dans un contexte d'inflation persistante, pourquoi cette opération maintenant? Pour y voir de plus près, surtout comprendre les dessous de cette opération, je reçois donc professeur Hassan Arafi, professeur de finances publiques à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur Arafi, merci de répondre à nos questions. 1 euro à 18 dirhams, pourquoi cela, selon vous, n'a pas vraiment inquiété notamment les personnes averties? Ok. Je pense que les personnes averties n'ont rien à s'inquiéter de cette fake news, parce qu'ils savaient très bien que le mécanisme de fixité et de dirham, il est régi par des normes bien étudiées par la Banque centrale. Et donc, depuis la décision en 2018 pour libéraliser partiellement le flottement du dirham, donc, il y a des mécanismes qui sont bien explicités dans le site de Banque El Maghreb, comment on décide le cours de change à travers des cotations après presque une vingtaine ou 21 consultations auprès des banques parce que ce sont les teneurs de ces devises. Et par ce mécanisme quotidien, régulier, la Banque centrale affiche le cours de change. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser cet incident, c'est vrai. Ah bon? Parce que bon, oui, est-ce que vous pensez que c'est juste un bug technologique, informatique, ou une vaine tentative de déstabilisation, en sachant que Google a pris l'information de Boursorama? Normalement, il y a des sites qui sont officiels auxquels la Banque centrale est crédible, surtout. Est crédible, pour lesquels il communique le cours de change, parce que c'est lui qui fixe, ce n'est pas Google. Google, c'est un afficheur. Donc, et qui a pris l'information d'un site maintenant, le contexte, financier. Le contexte, il est un peu particulier après ce qui se passe en Égypte. Donc, certainement, il y a un effet psychologique de ce genre d'informations. Mais je pense que la Banque centrale a bien fait de sortir un communiqué pour expliquer à la population qu'il n'y a rien à craindre. C'est un bug. Je pense parmi les politiques aujourd'hui qui sont bien réussis au Maroc, c'est la gestion de la politique de change au Maroc par la Banque centrale. Je pense qu'on n'a pas quelque chose à craindre en ce qui concerne l'évolution normale des cours de change jusqu'à l'heure actuelle. Et surtout que Banque El Maghreb a quand même tenu tête à des institutions internationales telles que le Fonds monétaire international, qui a beaucoup poussé vers un flottement plus large de notre monnaie. Banque El Maghreb a dit niet, on va rester sur cette marge de plus 5, moins 5%. C'est dans cette marge uniquement et seulement où le dirham peut évoluer. Oui, c'est un serpent dans le spectre de l'évolution de cours de change. Et c'est à mon avis, c'est une décision très sage de la part de la Banque centrale afin de maintenir les cours de change, la convertibilité de dirham dans des niveaux acceptables pour ne pas retomber dans des catastrophes auxquelles, je pense, certains pays voisins, c'est pas un pays arabe, auxquels ils ont qui commençaient à encaisser les affres aujourd'hui. Ça, je pense, il n'y a rien. Et parce que les objectifs qui ont été affichés pour permettre cette convertibilité partielle de dirham, c'est uniquement c'est pour promouvoir l'économie. Maintenant, le hic n'est pas dans la convertibilité, parce que c'est une décision qui exige de travailler sur les structures économiques. Oui. Parce que si vous n'êtes pas un pays exportateur, un pays qui a la capacité de drainer des investissements étrangers, qui a la capacité de vendre en dollars ou de rendre en euros, bon, dans ce cas-là, la convertibilité peut faire un mal. Et même même dans le cas extrême, on peut imaginer une dévaluation de dirham ou cela signifie, ce n'est pas une catastrophe forcément, parce qu'il y a plusieurs États qui procèdent à la dévaluation parfois
de leur monnaie nationale, mais sous réserve que leur économie soit solide. Je peux donner le cas de la Chine, le cas de la Turquie. Et donc, ça peut avoir des retombées afin qu'on ait toujours le panier rempli de devises pour honorer nos engagements vis-à-vis de nos partenaires internationaux. La Banque centrale a par ailleurs fait 2 opérations, opéré 2 achats ou rachats de bons du Trésor d'une valeur d'1,5 milliard de dollars, donc autour de 16 milliards de dirhams. D'abord, on voudrait comprendre pourquoi une banque centrale rachète des bons du Trésor auprès des banques. OK. Pour essayer de vous expliquer d'une manière nécessairement pédagogique pour que les téléspectateurs... Sûrement, l'académicien que vous êtes est très bon dans cet exercice. Pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on agit de cette façon et quels en sont les référentiels. Tout d'abord, comme vous le savez, la Banque centrale est responsable de la politique monétaire, dont l'objectif principal, c'est la stabilité des prix et lutter contre l'inflation. Et la déflation aussi, le cas échéant. Bon, pour ce faire, elle a des instruments. Pour contrôler cette politique monétaire, je pourrais vous simplifier une équation qu'on enseigne même aux étudiants en économie au lycée, ce qu'on appelle la relation de Fisher. C'est-à-dire toujours, qu'on ait une augmentation de la masse monétaire, ça se traduit automatiquement par une augmentation des prix. Donc, pour ne pas avoir une augmentation des prix, il faut maîtriser la masse monétaire. Donc, la Banque centrale, elle intervient lorsqu'il y a une surliquidité, c'est-à-dire une masse monétaire plus qu'il le faut, à travers ces différents agrégats M1, M2, M3. Donc, il intervient pour essayer d'éponger cette masse monétaire supplémentaire afin de stabiliser les prix. Lorsqu'il y a une masse monétaire insuffisante, il intervient pour injecter de la masse monétaire afin de stimuler l'activité économique, etc. Je vous explique ceci parce que certainement on va revenir pour expliquer les décisions de la Banque centrale. Pour ce faire, la Banque centrale, en tant qu'une grande institution de l'État, qui jouait d'une indépendance très importante, parce que c'est pour cela qu'on l'appelle l'Ouali de Banque al-Maghrib, on ne l'appelle pas directeur général, etc. Parce que l'Ouali, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait lui donner des dictats ou lui donner des ordres pour faire ceci, ça. Ça sur le plan normatif, sur le plan de principe. Et donc, la Banque centrale, elle a des instruments, parfois on l'appelle des instruments conventionnels ou des instruments non conventionnels, pour qu'ils puissent effectuer cette opération d'éponger ou d'injecter. Okay. Donc, pour ce faire, il a le premier instrument que tout le monde le sait, c'est l'autodirecteur. Il fut le cas en décembre. Bon, en décembre, Banque al-Maghrib, parce qu'il était devant une situation de tension inflationniste, oui. Il fallait agir par le moyen monétaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté le taux d'intérêt. L'augmentation du taux d'intérêt signifie qu'il va dissuader ou il va rendre la demande, parce que c'est lui qui loue l'argent aux banques. Donc, ça serait un loyer coûteux. Oui. Il y a un surcoût. Et la banque, en plus de coût de risque, sa marge, il va accorder des crédits avec des taux supplémentaires pour les demandeurs. C'est-à-dire que ce soit des consommateurs ou des investisseurs. C'est dissuasif. Quand vous avez un taux d'intérêt un peu élevé, peut-être vous allez reconsidérer vos décisions initiales d'investir ou d'acheter un bien de consommation. Surtout que cette politique de resserrement monétaire n'est pas propre au Maroc, elle touche tous les pays. Oui, donc, maintenant... Les investisseurs doivent se dire, bon, il y a eu une hausse de 1% sur 4 semaines d'intervalle en 2 parties. Peut-être que d'ici mars, la Banque centrale déciderait d'ajouter un demi-point. Ça a été le cas, ça fait que 2 ans, il a diminué le taux d'intérêt afin de réactiver la machine économique. Le deuxième instrument dont il dispose, ce sont les avances, ou plutôt le taux de réserve, c'est-à-dire obligatoire, que c'est une sorte de disponibilité que les banques devraient garder au niveau de la banque. On ne l'a pas touché, dans le cash. Donc, on n'a pas, parce que c'est l'épée de Damoclès constamment suspendue sur la tête des banques. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans ce cas-là, la Banque centrale, elle joue le rôle de gendarme. Chaque fois qu'il n'y a pas indiscipline financière de la part des acteurs de marché bancaire, il augmente le taux de réserve obligatoire. Bon, ça c'est un indice qui dit est-ce que les banques sont disciplinées ou pas.
Bon, on n'a pas joué sur ce taux de réserve obligatoire, on a joué sur d'autres instruments. Il y a d'autres instruments, ce sont les instruments, par exemple, des avances de Banque Lemerel. Ce sont des avances à très court terme, de 7 jours, 21 jours. Quand on les voit dans la presse, d'ailleurs, voilà. chaque semaine, à injecter dans le marché des liquidités. Voilà. Donc, il y a le quatrième point qui nous concerne le plus, c'est un mécanisme non conventionnel. Et qu'on l'appelle parfois, c'est une souveraineté monétaire de la part de la Banque centrale. Il disait que les opérations de open market, c'est-à-dire que la banque, il peut intervenir dans le marché financier pour assouplir ces tensions, soit injecter ou éponger la masse monétaire. Pour le cas qui est présenté aujourd'hui, c'est un cas inédit. C'est ce que j'allais dire. C'est une Alors, mais avant de vous expliquer ceci, laissez-moi de vous expliquer l'histoire, comment il a commencé. Parce qu'on ne peut pas comprendre la décision. Je suis en train d'expliquer aux personnes qui ne sont pas initiées. Mais je savais que les personnes qui sont dans le circuit, ils comprennent ça, c'est leur jargon quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Les banques, ils ont de l'argent. Ils devraient les mettre en location. La banque, c'est comme un entrepreneur qui a des appartements qu'il voulait louer. Et donc, pour ces appartements, c'est l'argent dont disposent les banques. Il faut qu'ils leur cherchent un placement. Les placements, il y en a de soit un investisseur qui veut faire un investissement, il finance l'économie, soit il y a un grand agent économique qui est l'État. L'État, il a toujours un problème structurel de trésorerie. Pourquoi? Parce que l'État, dans la gestion budgétaire, il a des dépenses quotidiennes, mais il a des recettes qui ne sont pas quotidiennes. Des recettes, l'IS, c'est par trimestre, la TVA, c'est par mois ou par trimestre. Et donc, il engrange l'argent d'une manière décadencée. Donc, il a toujours en face d'un cash management, d'un problème de gestion de sa caisse, de sa trésorerie. Donc, il doit chercher l'argent. Ce n'est pas un déficit budgétaire, c'est un déficit de trésorerie. Donc, il y a un déficit. C'est comme n'importe quel ménage. Lorsqu'il a une personne, il a un salaire fin du mois, mais tout le mois, il a des dépenses quotidiennes. Et donc, parfois, il tombe dans un... Donc, la banque, il peut lui donner ce découvert. Ce découvert, c'est ça ce que demandait la banque. Qu'est-ce qu'il fait, l'État? Il organise, dans ce qu'on appelle le marché adjudicataire, il organise son salaire. C'est-à-dire un marché d'adjudication dans lequel il convie les banques à négocier des bons de trésor avec des maturités différentes. Soit des bons de trésor de 13 semaines, 26 semaines, 56 semaines, ça peut aller même à des bons de trésor à très long terme. Les banques, ils cherchent des placements. Ils disent, voilà, je ne vais pas me casser la tête. Il y a l'État qui a l'argent, un bon payeur, mon argent, il est garanti. Oui. Il y a de la concurrence. Oui. Et tout un chacun, il essaie d'acheter des bons de trésor auprès de l'État. L'État, il finance sa trésorerie avec un coût raisonnable au lieu de recourir à des institutions Club de Paris ou Club de Londres qui sont chers. Il préfère de recourir au marché bancaire national. Et donc, c'est la raison pour laquelle la dette intérieure marocaine est constituée en majorité par les financements monétaires de la Banque de Trésor. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut bien comprendre ce mécanisme. Qu'est-ce qui se passe? Les banques ils se sont habituées à cet exercice. Chaque mardi, on se réunit, c'est comme les enchères, etc. À un moment donné, la Banque centrale a décidé d'augmenter le taux d'intérêt. Donc, augmenter le taux d'intérêt, c'est dissuasif. Même pour l'État. L'État, il ne peut pas que... Parce que la banque, il achète l'argent de la Banque centrale, et puis il rajoute le coût de risque, il rajoute sa marge. Oui. Et il propose un taux à l'État. À un moment donné, l'État, il disait, bon, c'est coûteux. Même, il est obligé d'acheter. Mais ce sont les mêmes taux qu'avant le Covid que nous venons de retrouver. C'est le même taux directeur d'avant Covid. C'est un peu différent. Je vais vous expliquer par la suite. C'est un peu... Parce que ça, c'est pas structurel, comme on disait. Ce sont des actions de politique conjoncturelle, politique économique conjoncturelle. C'est vrai. C'est pas structurel. Donc, peut-être la même action, vous pouvez la prendre, elle peut avoir des effets différents d'une période à une autre. Même action. J'en conviens. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, maintenant, lorsque c'est le marché primaire, on appelle le marché primaire, les banques, elles achètent.
Donc, derrière les banques dans le marché public, il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. On les appelle avec un acronyme les zinzins. Zinzin في المغرب signifie... Non, c'est pour les investisseurs institutionnels. Bon, moi, je préfère de dire les zinzines au lieu de les zinzins, parce que zinzin, dans le jargon marocain, c'est pas bon. Les investisseurs institutionnels qui sont, par exemple, les mutuelles, les caisses de retraite, les SIGAF, les FCP, caisses marocaines de garantie, etc., qui ont des actifs, qui collectent et négocient, ils ont un actif qu'ils essaient de le véhiculer à travers le marché obligataire. C'est comme un marché d'occasion de voitures. Pour comprendre le mécanisme, c'est comme les banques, ils ont acheté une voiture neuve et la mettent dans un marché secondaire qui est un marché d'occasion. Les opérateurs de ce marché d'occasion, ce sont les investisseurs. Alors ces investisseurs, après l'augmentation de taux directeur, ont commencé à remarquer que la volumétrie de rachat des titres obligataires a commencé à baisser. Et il y a une sonnette d'alarme. Okay. À un certain moment, les banques disaient on ne peut plus acheter de bons de trésor. Okay. Parce qu'il ne fait pas bon marché. On ne peut pas acheter... on ne peut pas acheter quelque chose qui... C'est la cassine. D'accord. On est devant et il commençait à... Ça fait quelques mois, dans les articles, ça a été dans les communiqués de certains opérateurs, ils commençaient à attirer la sonnerie d'alarme, comme quoi le marché obligataire est en baisse et il tend à être en berne. Et donc, il faut une opération de sauvetage pour sauver le marché obligataire. Pour sauver le marché obligataire, normalement le marché secondaire, le gendarme, la banque des banques, il intervient comme un pauvre parent de famille. Il a essayé de racheter une grande partie de ces bons de trésor afin de permettre aux banques d'avoir la liquidité de ces subventions et revenir à l'État avant de 105 milliards de dirhams, etc. Donc c'est la raison pour laquelle. Alors, maintenant... C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent que, d'ailleurs ça a été indirectement dit par cette conférence de presse tenue hier par deux responsables de la Banque centrale, pour démentir aussi certains qui prétendaient que c'était un rachat de Banque El Maghreb de la dette de l'État. Écoutez, on peut avoir des interprétations qui... Et il y en a d'autres qui parlent de quantitative easing, où en gros la planche à billets. Wigner, la littérature parce que l'économiste allemand qui a créé ce concept de QE, donc, ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif au milieu des années 90, quand on lit la définition de Wigner, on est dans une situation d'assouplissement quantitatif. Parce que, quelle est la définition? C'est l'État, il essaie d'assouplir une situation. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est comment on appelle là une opération structurelle. Dans la doctrine, il m'est personnellement très difficile de cadrer ce concept que c'est une opération. Alors, les opérations Est-ce que ce genre d'opération, et vous avez parlé tout à l'heure d'opérations conjoncturelles, est-ce que, compte tenu de la conjoncture inflationniste, le timing d'une telle opération de la Banque centrale est idoine, selon vous qui êtes un spécialiste des finances publiques? Effectivement. Aujourd'hui... Et pourquoi? Oui, on est devant une antinomie, du point de vue logique. Augmenter le taux directeur, quel en était l'objectif? C'est d'éponger la masse monétaire pour lutter contre l'inflation. L'inflation, absolument. Aujourd'hui, quand vous faites une opération, on peut l'appeler comme on veut. Assouplissement quantitatif, opération structurelle, opération de sauvetage, etc. Mais le résultat de cette opération, c'est d'injecter la masse monétaire. Quand on dit injecter de la masse monétaire, c'est-à-dire l'augmentation de la demande. Du coup, l'inflation repart. Et donc, on va. Même si on augmente le taux directeur. Ça, il faut que cette antinomie n'a pas été suffisamment expliquée dans la conférence de presse. Pour moi, les arguments qui ont été avancés, bon, on sait que ça, ce sont des décisions souveraines de l'autorité minoritaire, on ne dit pas le contraire. Mais de toute façon, la question de fond, qui en profite? Qui en profite? Ça n'a pas été évoqué effectivement dans la conférence de presse. J'aurais aimé
qu'un journaliste pose la question. Mais est-ce que ça ne risque pas, enfin, ça ne risque pas, est-ce que ça ne devrait pas contribuer aussi à redonner un peu de confiance aux opérateurs économiques, par exemple? Bon, ça, c'est un terme trop large, opération économique. Ça peut être un investisseur de pluriel, donc un investisseur, ça peut être un investisseur institutionnel, ça peut être la banque, etc. Oui. Maintenant, quand on fait une action, il faut étudier son impact. Oui. Ses effets et son impact. Oui. Peut-être les effets, ce sont des effets immédiats, c'est-à-dire on va quand même sauver le marché secondaire, résoudre des problèmes pour les investisseurs institutionnels, et donc, permettre à l'État d'accéder à des financements bon marché, comme d'habitude. Mais les impacts, ça, quelque chose qu'il faut approfondir la réflexion là-dessus, parmi lesquels l'effet d'éviction. Les banques ne sont pas créées pour financer le Trésor. Les banques sont créées pour financer l'économie. Et donc aujourd'hui, les banques, au lieu de donner de l'argent aux investisseurs, ils préfèrent de donner de l'argent à l'État. Et ça, c'est un effet d'éviction, notamment dans un contexte de sous-liquidité. Et donc ça, on lie le conjoncturel à ce qui est structurel. Et donc, un autre point aussi, passe parfois inaperçu. Tout le monde a parlé, sauf le gouvernement. Parce que ça ne vous concerne pas, parce que vous... Si. J'allais vous dire. Oui, parce que c'est une décision, vous le disiez, souveraine, qui... concerne l'autorité monétaire. Oui. Mais écoutez, l'opération ne touche pas uniquement la politique monétaire, elle touche aussi la politique budgétaire. Généralement, dans la doctrine, on parle de ce mix policy. C'est-à-dire J'ai répété beaucoup de c'est-à-dire pendant cette interview. Oui. C'est-à-dire que dans le Trésor américain, etc., vous allez trouver qu'ils ont une sorte de charte. C'est-à-dire comment créer une cohérence entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Il ne faut pas, par exemple, les cas où on peut avoir une relance budgétaire puis une restriction monétaire, ou le contraire, ou parfois une double relance ou une double restriction. Ça n'existe dans aucun document. Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai jamais lu un document au Maroc, à part ce qui est dans la recherche des académiciens, etc. Un document officiel. Des documents officiels qui expliquent. Parfois, on fait allusion à ceci dans les rapports de Banque El Maghreb. Mais aujourd'hui, je pense, mixed policy, ou la politique mixte, qui donne, c'est un symbole de la cohérence et de la symbiose entre l'autorité monétaire et l'autorité budgétaire. Parce que quand on voit clairement sur la décision, qui en profite? C'est le Trésor. Oui. C'est le Trésor. Et donc c'est le ministère de l'économie et des finances. Et donc c'est le gouvernement. Dans la conférence, ils ont dit que l'objectif, ce n'est pas de couvrir le déficit. Mais écoutez, non, mais c'est pour démentir, parce qu'il y a eu effectivement... Écoutez, on comprend très bien les obligations de réserve de tout un chacun. Oui. Mais en fait, le Trésor, aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la politique budgétaire du ministère des Finances, il y a toute une problématique de cash management et tout un problème de la gestion de trésorerie. Il faut, aujourd'hui, au lieu de recourir toujours à des financements monétaires, il faut, à mon avis, recourir à ce que Ben Chaïboun l'avait dit, les financements innovants. Il faut réfléchir à des financements innovants susceptibles de financer à la fois les problèmes de trésorerie et de réduire le déficit, et de financer les besoins de financement. Une sortie à l'international en 2023, compte faire une sortie à l'international en 2023. Écoutez, quand on a des besoins... C'est pas innovant, hein, de toute façon. Non, ça, c'est pas innovant, ça. Non. Voilà, vous évoquez autre chose. Écoutez, contrairement à ce qui se passe, on utilise un jargon complexe, on utilise une terminologie qui est spécifique, c'est normal, la science financière, il a sa propre terminologie, etc. Mais au fond, moi, je ne distingue pas entre la gestion des fonds de l'État et la gestion des fonds d'un ménage. C'est la même chose. Quand vous aurez besoin de l'argent, vous cherchez. Est-ce que mes voisins, ils pourraient me prêter dans le marché, c'est moins coûteux, sinon vous allez chercher ailleurs. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la gestion active de la dette. Non, la famille. Donc, bon, rester dans la famille, le voisin, etc. Non, pour rester dans la structure, donc État, Banque centrale, voilà. Et donc, c'est la même chose. L'État,
dans sa gestion active de la dette, il a des besoins de financement. Quand il calcule son budget, recettes, dépenses, et il dégage le solde primaire, il commence à réfléchir quels sont les moyens qui vont lui permettre de financer les besoins. Parfois, il dit que je vais vendre les bijoux de famille, la privatisation, qu'on a intégré malheureusement dans le budget en tant que recette courante, ce qui n'est pas vrai. Et qui a été reprogrammé parce que ça fait pchit pour la loi de finances 2022. Ça ne colle pas avec les manuels de transparence du Fonds monétaire. Merci. Oui. Merci beaucoup. Malheureusement, les 26 minutes se sont écoulées. On va certainement faire une émission de questions d'actu sur la privatisation et sur ces j'espère que j'étais utile pour largement, professeur pour expliquer aux citoyens des notions parfois qui sont comme une sorte de poudre de palpin, Pérel Palpin qu'on jette sur les yeux. Les choses sont aussi simples. Et votre excellente analyse n'a d'égal que votre modestie. Merci beaucoup, professeur Arafi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.